Mais avant de donner la parole à nos experts, je voulais d'abord remercier Stéphanie Massa, Anne Lenglet, Anne Valin et Sébastien Hamon de l'organisation de cette journée. On est vraiment ravis d'être là. Je suis Pilar Arcela Giraud, donc conseillère médicale au Bureau de la santé mentale de la Direction générale de la santé. Pour la fin de la journée, je vais vous faire voyager avec mon accent. Il y a un prix à la fin pour celui qui devine de quelle langue c'est cet accent. Vous avez vu, tout au long de la journée, on a parlé des facteurs de protection, beaucoup plus des facteurs de risque. Hein. On fait souvent ça, parler plus de facteurs de risque que de facteurs de protection. On a parlé de deux. On a parlé de peu de forces de prédictivité qu'ont ces facteurs-là, pour une personne ou une autre. Mais on sait le poids que ces facteurs de protection et que ces facteurs de risque ont sur le groupe de population. La bonne nouvelle, c'est que ces facteurs de protection et ces facteurs de risque sont maintenus connus et sont modifiables pour une bonne partie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, nous sommes là du côté de la prévention. Et sur la prévention, les outils, nous sommes dans l'intersectorialité. C'est-à-dire que si nous voulons agir en prévention, nous devons agir sur ce que nous appelons les déterminants de la santé. Hein, donc le logement, la cohésion sociale, l'éducation de qualité, etc., les inégalités de santé. Et donc chacun a sa part. Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention. Donc, je vais vous présenter Maria Melchior, qui est directrice de recherche à l'INSERM, Céline Loubière, qui est chargée de développement et partenariat au Psychom Santé Mentale Info, Brigitte Moltrech, que vous connaissez déjà, hein, c'est la conseillère médicale au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et François Pilet, qui est instructeur, ça veut dire qu'il forme les formateurs au premier secours en santé mentale, mais il est aussi vice-président de l'association, c'est la fédération, hein, l'Union des familles et des amis des personnes vivant avec des maladies psychiques ou avec des handicaps psychiques, l'UNAFAM, que vous connaissez très certainement. Je voulais commencer cette table ronde par Maria Melchior parce qu'à partir de la recherche, nous allons un peu identifier ces déterminants sur lesquels les outils dont eux vont parler ensuite vont agir. Comme ça, on fait un peu la boucle. Donc, comme Pilar l'a dit, je suis épidémiologiste à l'INSERM et moi, je travaille principalement sur les facteurs de risque et de protection des problématiques de santé mentale et d'addiction chez les jeunes. Et maintenant, depuis quelques années, on s'intéresse aussi, on teste des interventions visant à essayer d'améliorer la santé mentale ou le bien-être des personnes, ou en tout cas prévenir l'apparition de problèmes psychologiques plus graves. Et moi, mon centre d'intérêt principal, ce sont les déterminants sociaux des problématiques de santé mentale. Je travaille dans une équipe qui s'appelle l'équipe de recherche en épidémiologie sociale. Et je voulais donc un tout petit peu revenir là-dessus, c'est-à-dire on a beaucoup parlé de déterminants individuels, de la manière dont peut s'exprimer le stress, de la manière dont les pathologies, enfin le mal-être et les pathologies peuvent survenir. Moi, je voulais replacer tout ça un tout petit peu dans un contexte plus large. Donc, juste pour revenir sur des statistiques qui ont été citées ce matin, on a donc des enquêtes comme Enclass ou HBSC, par exemple, qui montrent qu'en France, donc 20 à 30% des jeunes filles fin du collège, début du lycée se sentent isolées, 15% des garçons. À peu près 15% des jeunes disent qu'ils sont peu satisfaits de l'école. Un chiffre qui n'a pas été cité, entre un quart et un tiers des élèves disent qu'ils subissent une forte pression scolaire. Alors on n'est pas, à ma surprise peut-être, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vérifier les chiffres. Ces chiffres de pression scolaire sont pas forcément si élevés par rapport à d'autres pays comparables. Néanmoins, entre un quart et un tiers des jeunes s'en plaignent, ce qui signifie que, alors peut-être qu'ils ne gèrent pas le stress comme il faudrait si on suit la présentation de David Yeager et qu'il va falloir leur apprendre, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme une inadéquation entre les ressources qu'ils sont capables de mobiliser et ce à quoi ils font face. Et puis 10 à 15% des élèves disent qu'ils n'ont pas de soutien social dans leur entourage, que ce soit de la part des
ou pas suffisamment, que ce soit de la part de leurs camarades ou de leurs enseignants et des adultes présents à l'école. Et ça, ce sont vraiment des facteurs qui décrivent un tout petit peu l'environnement dans lequel les élèves évoluent et qui ont un effet sur leur bien-être et évidemment la manière dont... ils peuvent être facteurs de risque de problèmes psychologiques, de symptômes d'anxiété notamment, ou de symptômes de dépression à plus long terme. Sans parler évidemment des questions de cyberharcèlement, de violence, etc., dont il a été question. Et donc, évidemment, renforcer les compétences psychosociales des élèves, c'est-à-dire les aider à gérer leur stress, développer leurs compétences personnelles, c'est extrêmement important. Mais il faut peut-être aussi aller un tout petit peu au-delà et essayer de faire en sorte que leur environnement soit plus favorable d'une manière ou d'une autre. Alors, nous, dans l'équipe, on essaie de faire ça à toute petite échelle au travers d'un programme qui s'appelle Improva, qui est un programme, en fait, une étude, une intervention qu'on monte en partenariat avec des collègues européens et qui va avoir pour objectif donc, de proposer aux élèves une application smartphone ou qui peut être téléchargée sur ordinateur avec différents modules pour les aider à gérer le stress. Mais en parallèle, il y a aussi une intervention auprès des enseignants et des parents, un peu dans la veine de ce qui a été décrit par d'autres collègues aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte que les adultes dans l'environnement de ces élèves, donc des collégiens et des lycéens, soient plus à même d'identifier les difficultés psychologiques ou les symptômes de stress particulièrement importants et des ressources facilement accessibles pour pouvoir réagir, parce que un des freins principaux, mais comme ça a déjà été dit, c'est le fait que souvent on ne sait pas quoi faire face à un jeune qui est en difficulté. Tout ça pour essayer de changer un tout petit peu, et vraiment, encore une fois, c'est très... Voilà, on va faire ça de manière très modeste, mais essayer de modifier un tout petit peu l'écosystème, et surtout, c'est un essai randomisé dans une douzaine d'établissements scolaires, et donc on va comparer ce qui se passe dans les établissements. Ça, c'est pour répondre aux questions de Franck Ramus sur l'évaluation. On va comparer les établissements où ce type d'accompagnement est proposé aux élèves à ceux où il n'est pas proposé. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est évidemment quels sont les élèves qui s'en saisissent. Encore une fois, avec la vision un petit peu plus déterminants sociaux de la santé, comment faire pour que, y compris des élèves qui ont des difficultés de lecture, qui sont scolarisés dans des filières professionnelles, etc., soient, autant que faire se peut, intéressés, enfin s'ils en ont besoin en tout cas, intéressés et se saisissent de ces outils, parce qu'on sait que malheureusement, les dispositifs accessibles ne le sont pas de manière universelle. Donc ça, c'est une manière. Donc j'ai pas de résultat à présenter, mais si tout va bien, le projet est en train de démarrer et on espère avoir des résultats d'ici 1 an. Et d'ailleurs, je remercie très sincèrement le soutien de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé pour le démarrage de cette étude. Mais évidemment, il y a aussi d'autres aspects dans l'environnement des jeunes que juste le comportement des adultes qui les entourent qui sont importants. En ce moment, il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à tout ce qui concerne l'environnement physique. La présence d'espaces verts. Alors ça concerne peut-être des enfants un tout petit peu plus jeunes, mais on sait que selon le... Alors évidemment, il y a déjà... ces considérations sont déjà prises en compte dans les réflexions au sein de l'Éducation nationale, mais la manière dont les enfants ont accès à un espace... déjà un contact avec la nature quand ils sont en ville, et puis les espaces qui leur sont proposés, la manière dont sont aménagés les cours d'école, par exemple, peuvent vraiment changer les modes de sociabilité, et du coup aussi les manières dont les enfants interagissent les uns avec les autres. Et puis le troisième aspect qui est important, c'est les liens qui existent donc au sein des établissements scolaires entre les enfants, entre les élèves, mais aussi avec les adultes. Alors les Américains appellent ça le capital social à l'école, ou parfois le climat scolaire, mais c'est pas tout à fait ce à quoi nous on fait référence quand on parle de climat scolaire. Il s'agit vraiment de savoir dans quelle mesure les enfants se sentent bien à l'école, ont la possibilité font confiance aux adultes qui les entourent, se sentent valorisés. Donc, et ça, il y a par exemple un projet australien qui s'appelle le Gatehouse Project qui a ensuite a été déployé, donc pas seulement en Australie, mais aussi dans d'autres pays, qui a eu vraiment pour objectif de modifier l'ambiance au sein de l'établissement, en travaillant sur les compétences psychosociales des élèves, mais en travaillant aussi sur les hiérarchies
voilà, et les échanges qu'il peut y avoir au sein des établissements entre les élèves et les adultes pour permettre aux élèves d'être plus source d'initiative dans un certain nombre de dimensions concernant leur santé, par exemple, pour leur renforcer leur sens d'affiliation à l'établissement, etc. Et il a été montré que ce type d'intervention a des effets très positifs, donc déjà sur l'ambiance au sein de l'établissement, évidemment, sur le niveau de violence, d'intercation qui peuvent être observés, mais aussi sur les symptômes d'anxiété, de dépression et les usages de substances diverses et variées des élèves, et probablement aussi sur la réussite scolaire. Donc, il me semble que voilà, il faut aussi élargir un tout petit peu le propos et se dire que évidemment, plus on réfléchit aux environnements dans lesquels les élèves travaillent et vivent, puisqu'ils passent quand même beaucoup de temps à l'école, et plus ces environnements sont favorables, mieux c'est pour eux. Et on a en plus des outils pour ça, puisqu'évidemment dans les collèges et les lycées, il y a les conseils de vie collégienne, les conseils de vie lycéenne. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà et qui peuvent sans doute être encore plus mobilisés pour impliquer les jeunes et favoriser les liens entre eux autant que, en tout cas, l'école puisse le faire. Et, dernier point, concernant la manière d'intégrer donc une approche un tout petit peu plus globale sur cette question, donc j'allais dire la Bible pour les épidémiologistes sociales, ou en tout cas la référence, c'est la commission de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé, présidée par Michael Marmot, qui est donc un chercheur anglais, et qui, il y a une vingtaine d'années, a émis un certain nombre de recommandations sur comment essayer de favoriser la santé et réduire les inégalités sociales dans ce domaine. Et une des recommandations était d'intégrer la santé dans toutes les politiques publiques, qu'elles relèvent du ministère de la Santé, mais même si elles relèvent d'autres domaines. Et je pense que, alors c'est pas la recommandation, j'ai éventuellement une autre recommandation si on me demande après, si j'ai pas été trop longue, mais peut-être que ça aussi, c'est quand même une vision qu'on pourrait essayer de pousser, tous collectivement, parce qu'il y a peut-être certaines dimensions, certaines politiques mises en place par l'éducation nationale dont il faudrait aussi évaluer l'impact en termes de santé. Et là, si vous me permettez d'avoir un propos peut-être un tout petit peu, qui peut provoquer des réactions. Par exemple, si on pense que les liens entre les élèves, le fait de créer du collectif, etc., est important pour le bien-être des jeunes, on pourrait s'interroger sur les impacts de la réforme du baccalauréat qui a eu lieu il y a quelques années, qui est complètement à l'inverse, c'est-à-dire en personnalisant, individualisant les parcours, alors encore que, et surtout en explosant les groupes places, je pense que les enseignants dans la salle connaissent ça mieux que moi, et en multipliant les intervenants, on va complètement à l'inverse. Je ne sais pas s'il y a eu des évaluations de la manière dont cette réorganisation du lycée a des effets ou pas sur la satisfaction des élèves, leur niveau de stress, etc. En tout cas, on peut être sûr que ça va complètement à l'encontre du travail collectif et du fait de créer justement une dynamique qui concerne, qui promeut l'affiliation des jeunes, etc. Et peut-être qu'à l'avenir, on pourrait réfléchir un tout petit peu plus à ces impacts-là aussi dans les réformes de l'éducation nationale. Voilà. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors, sur les facteurs que tu as mentionnés un peu, nous utilisons le mot littératie en santé mentale, nous utilisons les mots cohésion sociale ou les liens sociaux comme des facteurs protecteurs importants. Moi, je dis ça parce que je fais des liens entre ces deux facteurs de protection et ce que fait le Psycom Île-de-France. Donc, Céline, vous avez choisi un outil en particulier parce qu'il est évalué récemment d'ailleurs. Donc, effectivement, je travaille pour le Psycom qui n'est pas uniquement Île-de-France, c'est national en fait. Il y a une petite diapo. Ouais. Et alors, le Psycom, c'est un organisme d'information sur la santé mentale, donc qui est national, public, et qui œuvre depuis 30 ans dans le champ de la santé mentale. Donc, en fait, on a vu un peu l'évolution de toute la façon dont on a pu aborder la question de la santé mentale, avec quand même une évolution vers... on parle d'abord, avant tout, de psychiatrie, de maladie, et aujourd'hui, on ouvre un petit peu le sujet, même beaucoup, heureusement.
Pour vous donner un petit peu des éléments quand même sur ce qu'on fait, parce que ça peut être une ressource qui peut être intéressante pour vous sur le terrain et très concrète. Donc on a tout un axe information, tout un axe orientation et sensibilisation, avec le développement d'outils pédagogiques pour s'adresser à tout public, mais notamment aux enfants et aux adolescents. Donc il y en a un qui s'appelle le Jardin du Dedans, qui est pour les petits 8-11 ans, qui s'inscrit aussi dans un projet de recherche sur la littératie en santé mentale. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un outil qui a été développé il y a 10 ans maintenant, donc qui s'appelle le Cosmos Mental. Et l'enjeu en fait de ce support-là, c'était, je ne sais pas si vous avez pu faire ce constat depuis le début de cette journée, c'est que le champ de la santé mentale est un champ très vaste, très large, avec plein de sujets. Parfois, ça peut donner un peu l'impression d'un éclatement et on ne raccroche pas forcément les wagons. Aujourd'hui, quand on fait de la prévention santé, la plupart des gens ont compris que quand on leur parle de nutrition, de sport, de sommeil, de plein de choses, en fait, tout ça, ça contribue à leur santé physique. Et en fait, il faudrait que pour la santé mentale, ce soit un petit peu la même chose, qu'on raccroche un peu les wagons pour comprendre en fait que quand on agit contre le cyberharcèlement, contre la vie à l'école, etc., on agit sur la santé mentale notamment. Et ça, on a encore un petit peu de mal. Et c'est ce qu'essaye de poser, entre autres, il y a d'autres outils, mais celui-ci le propose, donc de poser un peu les bases de ce que c'est que cette notion de santé mentale. Parce que c'est vaste. Santé mentale, c'est pas uniquement un diagnostic psychiatrique, un trouble, une souffrance. Ça va être aussi plein de questions d'équilibre, de ressources. Là, on l'a dit, on peut aborder la question de la santé mentale en prenant l'angle du vivre ensemble, du lien social, de l'environnement, etc. Donc du coup, avec cette image, cette métaphore en fait de la fusée qui va traverser en fait le cosmos, donc en gros c'est l'individu qui est la fusée, on va se rendre compte qu'en fait cette fusée va donc à travers le cosmos va rencontrer plein de planètes, donc notamment les planètes ressources ou des planètes obstacles planètes ressources qui vont pouvoir permettre de travailler sur les ressources internes, celles qu'on a en nous, et les ressources collectives sur lesquelles on peut s'appuyer, un environnement scolaire favorable, bienveillant, une famille, etc., qui peut aider. Et à l'inverse, on va pouvoir identifier les obstacles. Une réponse au stress extrême qui n'est pas facile à gérer ou un environnement qui est complexe. Je vous le fais très très rapide, je vous invite à regarder la vidéo et l'atelier. Et après, on va voir qu'en fait, on va évoluer tout au long de notre parcours et donc de notre vie et on va rencontrer encore plein d'autres choses qui vont venir s'agripper à nous ou qui vont juste venir nous bousculer. Et qu'en fait, il va falloir qu'on évolue tout au long de notre vie avec ces éléments. Et toute l'idée de cette métaphore, en fait, c'est d'introduire, donc déjà d'une part, l'idée que on a tous une santé mentale, que c'est en rien figé, c'est pas blanc ou noir, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est en mouvement, et introduire aussi la notion donc d'espoir, de rétablissement, qu'on peut avancer, on peut se reconstruire, on peut avancer avec, même si on traverse une difficulté psychique, voire un trouble psychique, voire si on a un suivi en psychiatrie. Alors, comme je vous le disais, cet outil que je vous ai présenté très rapidement, donc en gros c'est une vidéo et après un atelier dont on peut se saisir en fait des outils. Il y a un mode d'emploi, il y a des ateliers de prise en main qui sont proposés pour les personnes qui le souhaiteraient. Par exemple, le clip a été vu plus de 120 000 fois depuis qu'il a été mis en ligne maintenant il y a quelques années, mais l'outil on le propose depuis plus de 10 ans. Et en fait, au bout de 10 ans, on s'est dit, on avait les retours qualitatifs des utilisateurs, mais on a voulu faire une évaluation plus poussée pour vraiment, en se disant c'était quand même un bon moment, de se dire finalement, concrètement, quel est l'usage de cet outil sur le terrain, que pensent les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en font, etc. Donc on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle le BIT, il y a 2 personnes qui sont là dans la salle, je laisserai préciser le sigle, et on a fait un travail vraiment intéressant ensemble, et qui s'est fait en 3 temps. Donc en fait, elles ont réalisé des entretiens quantitatifs auprès de 184 personnes qui utilisent cet outil pour vraiment comprendre auprès de qui, comment ils l'utilisent, comment ils se l'approprient, comment ils s'approprient aussi la métaphore. Ensuite, ça a été complété par une évaluation qualitative ciblée auprès d'utilisateurs et de bénéficiaires.
Donc c'est comme les utilisateurs, c'est comme si c'était un enseignant qui se saisit de l'outil, le bénéficiaire c'est potentiellement les élèves qui participent à l'atelier, et complété également par des observations. Donc ce que ça a mis en évidence, c'est là on a mis quelques chiffres importants. Donc c'est que, les plus importants, c'est que 85% des personnes qui utilisent cet outil se sentent mieux équipées pour parler de santé mentale. Et ça c'est quand même très important parce qu'on en a parlé depuis le début, c'est la question du tabou. Comment est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on s'autorise à en parler? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on pourrait éventuellement recevoir? Voilà. 79% disent que l'outil leur a permis aussi, ça c'est intéressant, de mieux comprendre ce qui influence, encore une fois, ce qui vient faire bouger leur santé mentale et celle des personnes qui sont avec elles. Et surtout, c'était important pour nous, 56% estiment qu'elles peuvent parler plus souvent de santé mentale après avoir bénéficié de cet atelier. Une chose aussi que je voulais préciser, et après je vous passerai la parole, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'experts donc dans cette journée de spécialistes des questions de santé mentale. Ça peut paraître parfois un peu intimidant, parce que du coup on se dit si ce sont des experts qui parlent de ce sujet, ça veut dire que moi, si je suis enseignant, si je suis... je sais pas, si je travaille sur d'autres choses qui ne sont pas de ceux du médical et de la santé, c'est que je peux pas me saisir de ce sujet-là. Et en l'occurrence, si. C'est l'intérêt, donc ce qui est abordé là, c'est de se dire que la santé mentale, c'est un enjeu qui est social, qui concerne du coup tout le monde. Il ne s'agit pas de prendre la place des uns des autres, mais vraiment de se dire comment moi, de mon point de vue, je peux aborder cette question. Et c'est le cas, ce qu'on voit notamment avec cet outil, puisque finalement, dans les utilisateurs, il y a moins d'un quart qui sont des professionnels de santé mentale, très large. Le reste, c'est essentiellement des personnes issues de l'éducation, de la formation et après du social. Donc ça, c'était aussi une chose que je voulais partager sur le fait qu'on peut se saisir de ce sujet. Il y a d'autres outils. L'intérêt du psychom aussi, c'est que le psychom peut vous accompagner. On peut poser des questions, on peut revenir, on peut voir cet outil ou un autre et être accompagné et recevoir le matériel. Pour continuer de rompre les tabous autour de la santé mentale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et François Pilet va nous parler un peu des premiers secours en santé mentale, qui est un programme de formation qui vient d'Australie, et que du coup, on va aller plus loin, parce que là, on est sur une formation de 14 heures. C'est qu'effectivement, je suis donc instructeur PSSM, je suis vice-président de l'UNAFAM, mais je connais un petit peu la maison éducation nationale, puisque j'y ai passé 42 années et demie de ma vie. Voilà, donc ça me donne peut-être, non, aucune légitimité, mais ça me donne peut-être quand même un regard qui est un peu particulier. Voilà. Et puis j'ajoute qu'en tant qu'instructeur, après peu importe, instructeur c'est un côté un peu militaire, ça veut dire formateur de formateurs, je suis aussi associé avec mes collègues à l'adaptation des programmes dont je vais parler tout à l'heure, puisque je pense que ça va être un sujet intéressant. Alors, peut-être il y a des confusions, soyons très précis. PSSM, avec grand P, 2 grands S et 1 grand M, premier secours en santé mentale, c'est un programme labellisé, d'accord, qui effectivement est adapté de l'Australie et qui repose en France sur 3 piliers. Un pilier soins santé mentale France, un pilier formation l'INFIP à Lyon et un pilier expérience, le partage de l'expérience de la maladie qui est l'UNAFAM. D'où, d'accord, l'UNAFAM, en un mot, comme l'a très bien dit remarquablement, c'est une grosse association de familles et amis de personnes handicapées et malades psychiques. Voilà. Voilà pourquoi, si vous voulez, ce trépied est détenteur des droits du label PSSM, et je dis bien grand P, 2 grands S et 1 grand M, en France. Ce programme, il existe depuis 25 ans en Australie. Et il a été introduit en France grâce au soutien de la DGS et également de Santé publique France en 2018.
C'est donc quelque chose qui est relativement récent si vous considérez que de 2018 à 2024, il y a eu quand même quelques événements qui étaient un petit peu fâcheux pour le développement de la formation. Donc on a quasiment perdu 2 ans. C'est donc une formation citoyenne, donc qui est ouverte à tous. C'est une formation généraliste et citoyenne sans aucun prérequis, qui est conçu, évalué scientifiquement, on pourra y revenir, on est maniaque de l'évaluation à PSSM, et qui aujourd'hui est développé dans 29 pays pour à peu près 7 millions de secouristes formés, puisque nous formons des secouristes. Qu'est-ce que c'est que les premiers secours en santé mentale? Eh bien, une des choses qui est remarquable, c'est le titre, parce que ça parle tout de suite. Premier secours. A priori, tout le monde connaît les premiers secours physiques. Bon, il s'agit exactement du même principe, mais appliqué à la santé mentale. C'est-à-dire développer en 14 heures, si possible 2 jours consécutifs, un certain nombre de protocoles simples, applicables, arc-boutés sur des données scientifiques, puisque nous avons, nous aussi, un conseil scientifique qui n'est pas présidé par n'importe qui, puisque c'est le professeur Nicolas Franck qui veut bien nous faire cet honneur, d'accord. On y trouve entre autres Marie-Odile Krebs, enfin des tas de gens très bien, et qui effectivement sont garants de ce qui se fait et de ce qui se dit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Un protocole qui est un protocole de passeur. Et moi, j'ai été très sensible ce matin, quand le mot passeur est arrivé. Nous ne sommes ni des scientifiques, ni des escalités, nous ne sommes ni des scientifiques, ni des enseignants, nous sommes des passeurs. C'est-à-dire, tout notre effort, c'est de déstigmatiser et de faire en sorte que le public, au lieu de, dans le meilleur des cas, pudiquement tourner la tête lorsqu'il est devant un épisode psychique, au pire rigole, et encore au pire appelle les forces de l'ordre, hein, l'idée c'est précisément d'avoir, et notre revue à l'UNAFAM s'appelle Un autre regard, c'est précisément d'essayer de transmettre, et ce ne serait que ça, ce serait considérable, d'essayer de faire apparaître un autre regard. Je passe sur le... Ah non, pardon, il faudrait revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. Voilà. 7 millions de secouristes dans le monde. Alors, nous avons été les premiers surpris. La progression, c'est un outil, alors on pourra discuter tout ce qu'on voudra, mais c'est un outil qui a progressé de manière fulgurante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, disons, si on enlève les 2 ans de Covid, en 4 ans, on a aujourd'hui presque 150 000 secouristes formés en France et 1500 formateurs formés également. C'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Autrement dit, et j'en parle d'autant mieux, ma double casquette UNAFAM et PSSM me permet de le mesurer. À l'UNAFAM, ça fait des années qu'on essaye d'entrer dans les PJJ. Ça fait des années qu'on essaye de rentrer en prison. Eh bien, avec PSSM, eh bien, on est allé auprès des gardiens de prison. Alors, quelques gardiens de prison, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a formé tous les gardiens de prison de France, mais on a quasiment visité toutes les maisons d'arrêt et tous les centres d'internement de France pour porter cette parole. Jamais on avait réussi jusque-là. Les PJJ, les maisons des adolescents et tout un tas de structures dans lesquelles l'UNAFAM, ça disait rien du tout. Et l'UNAFAM, on a un paquet de programmes, hein, mais ça ne mord pas. Et dès qu'on est en tête-à-tête avec un responsable, on dit « Qu'est-ce que vous avez à nous vendre ?» Enfin, vendre, je dis vendre, mais vous avez bien compris que tout ça, c'est absolument sans but lucratif. Il y a ça, bon, oui, ça, oui. Hein, PSSM.
à essayer de faire de la publicité dans notre association de l'UNAFAM. Alors, ce programme, je devrais dire ces programmes, parce que, à l'instar de l'Australie, il y a donc un programme standard qui est destiné à monsieur, madame, tout le monde. Hein. Ils ont développé progressivement, bah oui, 25 ans, nous on a 4 ans, attendez. Ils ont développé progressivement un programme jeune, alors que nous développons depuis maintenant 3 ans, qui est, c'est pas celui-là, qui est en partie, j'y viens à celui-là, qui est en particulier destiné, suivez mon regard, à toute personne vivant et travaillant avec des enfants, avec des jeunes, pardon, avec des jeunes. Alors après les jeunes, on se dispute beaucoup sur la définition de jeunes, disons, ce qui porte jean basket, et comme ça, ça va vous parler. Donc, un programme spécifique, donc vous voyez bien la cible. Les parents sont des gens qui vivent avec des jeunes, hein, c'est incontestable. Hein. Évidemment, les enseignants, les éducateurs, c'est pour ça que je parlais tout de suite de la PJJ. Avec en mantra et en point de mire, et je ne vous cache pas que pas un mot de ce que j'ai entendu aujourd'hui ne détonne avec ça. Déstigmatisation et rétablissement. C'est-à-dire changer ce regard terrible. Et si vous me permettez, je vais paraphraser votre président ce matin qui faisait allusion au programme Les Zéros. Vous savez, les zéros. Les zéros. Être promis à un avenir de zéro, c'est terrible. Mais être promis à un avenir de zozo pendant toute sa vie, c'est monstrueux. Vraiment. Et ça, essayez, quelle que soit la situation, quelle que soit la... On a entendu des choses là cet après-midi, j'ai été un peu, pas ébranlé, mais vous savez, il y a les gens riches, bien portants, qui vont bien, qui vont dans un bon environnement, puis il y a ceux qui cumulent les facteurs. Bon, c'est la réalité scientifique, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais bon, la valise est lourde à porter. Et à partir de manifestations chez des jeunes, même si elles sont, et je parle sous le contrôle de tous les scientifiques qui sont dans la salle, je crois qu'ils ne me contrediront pas, même si ces manifestations sont gravissimes, qui peut dire ce qu'il en sera dans 10, dans 20, dans 30 ans ? Petite expérience de 30 ans d'UNAFAM et d'associations, on a vu des gens qui, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont eu des vies de merde, pardonnez-moi l'expression absolue, et qui, un jour, parce qu'ils ont fait une rencontre, parce qu'ils ont peut-être rencontré quelqu'un qui avait fait PSSM, mais là, j'exagère, eh bien, leur vie a un tout petit peu changé, et ce tout petit peu-là a fait que cette vie de merde n'est peut-être pas devenue la vie, j'allais dire de Donald Trump, non, n'est pas la vie n'est pas une vie totalement satisfaisante et harmonieuse, mais c'est peut-être une vie acceptable. C'est en tout cas ce que nous vivons chez nous. Ça, c'est notre dernier bébé, le dernier bébé, et je crois que, j'adresserai la parole au docteur, inévitablement, on forme les citoyens, on forme les adultes travaillant avec des jeunes et inévitablement on arrive à l'idée qu'il faut former les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut essayer au sein d'un établissement, au sein d'une classe, d'essayer d'avoir 2-3 vigies qui vont être capables de porter l'alerte lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Voilà, ce module, on le termine là. On va lancer les premières expérimentations en 4e trimestre et il sera, nous l'espérons, à votre disposition, si vous le souhaitez, au mois de janvier. J'ai terminé. Sachez que le site, la page internet de PCCM France est extrêmement fournie en informations. N'hésitez pas à la consulter. Et Brigitte Moltrech,
Du coup, à l'éducation nationale, l'école promotrice de santé, vous avez fait un effort quand même très important en essayant d'adapter un programme maison pour continuer dans cette idée de rompre les tabous, mais aussi de se sentir plus à même de venir en aide, de mieux repérer un signe d'alerte et venir en aide d'un adolescent en difficulté. Donc c'est ça que vous allez nous partager. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous. Comme l'a très bien dit le président du conseil scientifique ce matin, Stanislas Dehaene, pour que l'élève soit disponible aux apprentissages, qu'il puisse acquérir les fondamentaux, eh bien, il est important de prendre en compte ses besoins de santé, aussi bien physiques que psychiques, et donc de veiller à ce qu'il se sente bien à l'école. C'est indissociable. Les deux sont indissociables. Alors, sur quoi nous basons-nous à la DGESCO, au ministère de l'Éducation nationale, avec bien sûr Claire Ben travaillant main dans la main et avec les conseillers techniques santé sociaux? Nous nous basons sur les recommandations internationales. Donc, le cadre, c'est l'école promotrice de santé dans son approche positive et systémique, et c'est le cadre de... Attends. C'est bon. Et c'est le cadre de l'école inclusive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça explique notre approche. Notre approche, elle est basée sur le développement de l'enfant. On a en face de nous des êtres en développement. On ne va pas donc leur asséner les 200 problèmes qui pourraient leur arriver. Ils sont assez anxieux et déprimés comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc on va plutôt avoir une approche de construction, d'accompagnement, de développement de leurs ressources, de leur pouvoir d'agir et du soutien social. Et puis, par rapport à... Donc ça, c'est l'approche école promotrice de santé, qui dit d'ailleurs qu'il faut agir sur plusieurs choses en même temps. Une action ponctuelle, par exemple, sur le sommeil, pour revenir à ce qui a été dit ce matin, ça a peu d'effet. C'est bien, c'est mieux que rien, mais franchement, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus inscrit dans les politiques de l'établissement, comme disait Maria tout à l'heure, quelque chose qui est pensé, qui est cohérent, qui travaille à la fois sur l'individu et son parcours de santé, je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi sur son environnement, sur le milieu scolaire. C'est fait pour, bien sûr, éviter des facteurs de risque, mais comme on l'a dit beaucoup depuis ce matin, pour développer des facteurs de protection. Alors, cette approche donc par le développement, elle prend en compte l'environnement et elle veut fédérer tous les acteurs de l'éducation nationale, partir de l'existant. On ne veut pas apporter un nouveau Xème programme à tous nos personnels. On veut les accompagner pour une montée en compétences de tout le monde. Aussi bien les personnels enseignants ou éducatifs que nos personnels ressources. Alors, ça donne quoi ce parcours optimal dans le cadre de l'école inclusive? Ça donne un repérage, bien sûr, par ceux qui sont au quotidien avec les élèves, hein, les enseignants, les CPE, les AED, les AESH, etc. C'est l'aide d'enseignants référents ou spécialisés ou des secouristes en santé mentale qu'on a formés. Donc ça, c'est du pair à pair, c'est-à-dire que parfois c'est plus simple de poser une question à un collègue enseignant qui est un peu référent sur le sujet, qui a eu une formation, que d'aller tout de suite s'adresser à un personnel ressources et lui poser la question. Alors ces fameux personnels ressources, on a la chance en France d'avoir ces personnels ressources dans l'institution. On a des médecins, des infirmiers, des psychologues, des assistants de service social de l'éducation nationale. Et ça, c'est très précieux. Pourquoi ? Parce que non seulement ils peuvent voir l'élève en individuel, mais ils peuvent le voir en collectif. Ils peuvent travailler avec les enseignants, avec la confiance des enseignants, sur des projets à long terme et non pas ponctuels. Et ça, c'est vraiment un petit bijou qu'on a en France. Donc, une fois que le secouriste en santé mentale, parce que nous, on n'a pas le P, on a le SSM, mais on n'a pas le P. Donc, nos secouristes en santé mentale, qu'on forme sur plusieurs modules, hein, je pourrais vous les détailler tout à l'heure, eh bien, ils vont
ils sont aussi des passeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas à eux d'être les experts en santé mentale. On ne leur demande pas, ni aux enseignants, de poser des diagnostics, de vérifier un diagnostic. On leur demande de savoir repérer des choses et de faire un adressage interne. Et l'adressage interne, il est vers nos personnels ressources dont je parlais tout à l'heure. Eux, ils font une évaluation selon leurs compétences, une évaluation médicale, sociale, psychologique, etc. Et si besoin seulement, ils adressent en externe. Et ça, alors on parlait aussi ce matin de modèle économique, ça c'est très intéressant parce que ça permet un adressage approprié, pertinent, à la bonne personne, au bon professionnel. Ça évite des errances diagnostiques, ça évite d'embouteiller les services de soins pour rien, puisqu'on sait que parfois, quand il y a un adressage direct, on a de l'ordre d'un tiers des bilans qui sont réalisés pour rien. Donc cet adressage externe, il est fait de façon beaucoup plus pertinente. Et que ce soit dans tous les domaines de santé physique ou psychique. Donc là, on est sur la santé mentale, c'est pareil. Ensuite, il y a le soin et la prise en charge à l'extérieur, bien sûr. C'est fondamental aussi. Et puis, on accompagne ensuite et on suit le jeune. On ne le laisse pas partir vers du soin en disant c'est bon, maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. On continue à suivre. On a des dispositifs aussi qui peuvent accompagner. Vous les connaissez, c'est PPRE, PAP, PAI, PPS. Tout ça, c'est bien connu de vous. Alors, voilà ce protocole... Non, on peut passer à la suite, merci. Du coup, tout ça s'inscrit dans un ensemble. Le protocole, c'est pas juste former des secouristes 2 par collège. Alors, le CPE prioritairement, bien sûr, s'il le souhaite, et puis un enseignant, ça c'est bien. Puis il y en a qui vont étendre aussi au lycée ou en mettre plus que 2 par collège ou aller vers le premier degré aussi. Tant mieux. Mais tout ça est dans un ensemble qui s'appelle le protocole santé mentale, qui permet à la fois de poser la question de la santé mentale comme un objet de travail commun, qui formalise le rôle de chacun en fonction de son domaine d'expertise, et clarifier les rôles, les rendre explicites, ça aide tout le monde, en fait. Ça précise le circuit de communication, notamment envers les familles, tout en gardant une attention particulière sur les règles de la confidentialité, parce que quand on aborde la santé mentale, on n'a pas envie, quand on est élève, que tout se sache à partir du moment où on a parlé à quelqu'un. Ça réunit l'ensemble de la communauté éducative et ça sert de base aux échanges au sein des écoles. C'est un support qu'on a élaboré et qui va permettre effectivement sans entrer par les pathologies, parce que nous, qu'est-ce qui rend service aux enseignants finalement ? C'est de savoir les répercussions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils constatent au quotidien en classe et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en face de ça ? C'est ça l'école inclusive. Ça n'est pas dire, l'enseignant il va dire oui, est-ce que c'est un tel trouble 10 ou tel autre trouble ? Non, c'est pas son travail ça. Son travail c'est de dire qu'est-ce que je constate en classe et qu'est-ce que je peux faire pour l'élève. Et ça, alors il y a par exemple la plateforme CAP École Inclusive qui est très bien faite à ce sujet pour aider les enseignants à savoir quoi mettre en face de ce qu'ils constatent. Mais voilà, ça c'est notre approche pour éviter la stigmatisation aussi avec des noms de maladies qui seraient attachés à des noms d'élèves ou des noms de troubles. C'est pas important, c'est important pour les professionnels de santé et sociaux, mais c'est pas important pour les enseignants d'avoir la connaissance du trouble, par exemple. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la santé mentale. L'enseignant n'a pas besoin de savoir qu'un enfant a une leucémie, parce que ça va induire des tas de choses. Il a juste besoin de savoir, par exemple, qu'il est fatigable en fin de matinée et qu'il faut adapter pour qu'il puisse continuer à apprendre tout en étant, en prenant en compte ses besoins. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait à ces secouristes en santé mentale comme formation ? On les aide à savoir leur rôle et puis ce qu'est la santé mentale. On leur demande de promouvoir une approche positive dans le cadre de la démarche EPSA, de développement des compétences psychosociales, de créer les conditions d'une parole libre aussi. On leur apprend à repérer certains signes, à accueillir la parole, à alerter, savoir comment alerter, à créer du lien pour travailler avec les autres. Et on leur fait un module sur la spécificité du risque suicidaire
bien évidemment. On en est déjà au mois de mai, entre janvier et mai, on avait déjà formé 500 formateurs et 2500 secouristes en santé mentale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une grande maison comme l'Éducation nationale, ce que ça représente. C'est beaucoup, c'est une vraie dynamique qui est enclenchée et j'espère que ça va se poursuivre. Vous avez compris, tous ces outils-là ne sont pas excluants. Tout ça, c'est de la complémentarité, selon les contextes, selon les opportunités qu'on peut avoir aussi, le temps qu'on a à consacrer, les moyens qu'on peut avoir et comment on peut vérifier aussi les résultats. Alors justement, Brigitte, il y a une question sur la question de l'évaluation, que je pense que vous l'avez réfléchi. Oui, bien sûr. Alors, on a l'évaluation du processus, hein, comment ça se passe, combien on forme de gens et tout ça, on l'a fait, c'est relativement simple et c'est déjà prévu. L'évaluation des résultats, ça sera dans 2-3 ans pour comparer avec les enquêtes de résultats. Mais l'effet vraiment à long terme et l'effet de la manière dont on aborde les choses, ça demande une collaboration avec les chercheurs, l'évaluation des effets. Et ça a commencé, on a déjà des collaborations, on souhaite en développer d'autres. Voilà, donc bien sûr, l'évaluation c'est indispensable parce qu'il faudra probablement ajuster un peu, même si on sait on se base déjà sur... bien et les aider. C'est pour nous deux. Ah, c'est pour nous. Alors, en fait, comme le disait Pilar, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la formation PSSM, elle est organisée plutôt pour les adultes, entre adultes au départ. Hein, ça a été développé pour ça, pour aider ses collègues, en fait. Après, est-ce qu'on... Enfin... À partir du moment où on a une sensibilisation sur le sujet de la santé mentale, on va aider, de toute façon, on va aider. Est-ce qu'ils sont repérés, ça la question? Non, là vous formez, les personnes que vous formez, c'est pour le PSSM junior ou pour le PSSM adulte? Alors, nous, ceux qu'on forme à l'éducation nationale, c'est pas du tout PSSM. C'est secourisme en santé mentale. C'est pas du tout la même approche, c'est complémentaire, mais c'est pas du tout la même approche. Oui, nous, on forme. Je pense que la question est pour François Pilet d'abord. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, moi j'ai fait la formation PSSM et je trouve que, je suis pourtant un psychologue, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient pointées dedans, qui étaient très intéressantes. Et je trouve dommage qu'en fait, on ne puisse pas former certaines personnes dans les écoles pour qu'elles puissent, autour d'elles, justement, repérer, parce qu'on ne peut pas dire que les enseignants soient tous en très bonne forme actuellement. Et je pense que ça permettrait quand même de beaucoup les aider. Cela dit, je crois qu'il faut qu'on soit très honnête, et le docteur Moltrecht l'a très bien dit. Vous savez bien, cette grande maison, dès qu'on parle chiffres, c'est effrayant. C'est-à-dire que tout de suite, on est sur des volumes de personnes et donc des volumes financiers qui sont extrêmement importants. Donc, on a ponctuellement, c'est pas interdit que je sache, on a dans certaines académies, on a formé un certain nombre de personnel et on a formé quelques formateurs. Parce que c'est ça la bonne idée. La bonne idée, si à raison de 16, c'est des modules de 16, divisé par 1 200 000, vous ferez le calcul. Donc l'idée, c'est de effectivement former des formateurs qui peuvent ponctuellement répondre. Mais pour le moment, on ne peut pas engager d'opérations systématiques, c'est clair. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça pourrait faire partie des formations, entre guillemets, CPF, parce qu'il semblerait qu'on ait droit aussi au CPF quand on est enseignant. Je ne suis plus aux responsabilités. Donc je pense que ces 2 jours... Franchement, je trouve ça vraiment dommage parce que là, on parle d'économie, mais d'économie à court terme, parce que les enseignants qui ne vont pas bien, si on ne leur parle pas au départ, s'ils commencent à aller vraiment pas bien, commencer des burn-out et des choses comme ça, plus on les prend rapidement, mieux c'est. Alors, excusez-moi, mais ça, c'est autre chose, c'est du domaine de l'ARH. Et nous avons engagé... Non, pardonnez-moi, vous avez raison. Mais je veux dire, c'est l'enseignant, mais vu sous l'angle de la
de l'aspect RH. Et nous avons engagé, et nous avons engagé auprès de la RH, effectivement, au titre de l'UNAFAM et de PSSM, une proposition de collaboration, et l'Académie de Lyon est pilote dans ce domaine pour un rapprochement avec l'UNAFAM et éventuellement le développement de PSSM sous l'angle des personnels qui eux-mêmes peuvent être malades. Si je peux me permettre, je prends ma casquette en Direction générale de la santé. Il y a une circulaire interministérielle qui, parce que c'est dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, la feuille de route nationale. Donc il y a une circulaire interministérielle de février 2022 pour la fonction publique, les 3 versants de la fonction publique, qui promeut la formation PCCM pour les employés volontaires. Et la circulaire, je vous invite à regarder la circulaire, février 2022, circulaire interministérielle pour le premier secours en santé mentale. Et l'idée, c'est que cette circulaire essaye d'inciter l'employeur à faciliter la formation au premier secours en santé mentale des employés volontaires, mais aussi de faciliter la formation des formateurs, ce qui c'est François Pilet, afin que la formation puisse continuer de se développer en interne. Je vous fais une petite pub. Il y a une plateforme qui s'appelle Mentor. Je ne sais pas si vous la connaissez. Sur Mentor, il y a déjà, c'est aussi dans la circulaire, il y a une sensibilisation à la santé mentale. Cette sensibilisation est déjà disponible sur Mentor. Je vous recommande vraiment très chaudement d'aller la voir. On est en train de finir le 2e module de la sensibilisation, qui va être la sensibilisation au premier secours en santé mentale. Là, c'est une sensibilisation à la santé mentale. Ce qui est quand même essentiel, c'est que sur le fond, je crois qu'il n'y a aucune différence et que tout ce qui a été dit aujourd'hui est adopté aussi bien par les uns que par les autres. Oui, bonjour, je suis psychologue de l'éducation nationale dans le 1er degré. Je pense que ma question va sans doute reprendre pas mal d'interventions qui ont eu lieu depuis ce matin. En fait, je m'interroge déjà de voir arriver si tardivement le fait qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire au sein des écoles qui est là, qui peut agir. Donc, je suis assez étonné que dans les recommandations qui ont pu être faites jusqu'à maintenant, cette équipe pluridisciplinaire composée de médecins, infirmiers, assistantes sociales, psychologues n'en fasse pas partie et qu'il n'y ait pas un appel à la renforcer. On a une idée à peu près stable du manque de ces différentes professions dans l'éducation nationale. Pour prendre un exemple, chez les psychologues, on a à peu près 1500 élèves par secteur. Si on reprend vos chiffres, les chiffres qui ont été donnés tout au long de la présentation, on voit à quel point c'est considérable. Et moi, en faisant les calculs rapidement, je pense qu'on est au moins à 200 élèves qui pourraient nous concerner dans nos missions, sachant qu'il y a 144 jours d'école dans le 1er degré. 6 heures d'école par jour, ça fait moins de 6 heures allouées pour chaque enfant. Donc la question que je me pose, et peut-être que je l'adresse surtout à vous, Madame Moltrech, puisque je sais que vous êtes là peut-être la représentante du ministère, c'est de savoir si ce protocole de santé mentale, il s'inscrit aussi dans une politique de recrutement massive, parce que je crois qu'on en a vraiment foncièrement besoin. Vraiment. Et la deuxième question, je me permets de la poser, c'est peut-être auprès du CESEN, c'est de savoir s'il y a des études, des travaux qui sont menés pour savoir quel est l'impact de la présence de ces équipes pluridisciplinaires lorsqu'elles ont des secteurs allégés sur la santé mentale des élèves, et savoir, à l'inverse, quand il y a peu de personnel présent, savoir s'il y a un impact. Je veux juste faire la remarque aussi que c'était assez, on a un sentiment un peu de colère aussi de voir le conseiller à l'éducation qui a été remercié, conseiller à l'éducation auprès du président de la République qui est parti juste avant le début des premières discussions, de la première présentation ce matin. Et je m'interroge vraiment de savoir pourquoi c'est aussi difficile d'entendre juste les discussions qu'il y a et qui animent la communauté éducative en ce moment. Je vous remercie. Alors, je vous remercie pour vos remarques. Nous, on porte vraiment
c'est cette expertise des personnels ressources. Et d'ailleurs, nouvellement, il y a eu de nommer une psychologue conseillère technique pour la santé mentale dans le bureau de la santé et de l'action sociale. C'est tout récent. Elle a pris son poste au 1er octobre. Donc, je me permets de l'annoncer. Vous avez raison dans le sens où on n'a jamais vraiment évalué l'impact de ces personnels ressources au sein de l'éducation nationale. On sait empiriquement, on pense que c'est très important, mais ça n'a jamais été prouvé finalement. On n'a jamais fait de recherche dessus. Donc ça serait sûrement fort pertinent de regarder quels sont les éléments probants dans cette présence des personnels ressources à l'éducation nationale. Je pense que j'arrêterai là la réponse à la question, parce que vous vous en doutez, je ne peux pas répondre sur les moyens. Mais vraiment, ça serait, je trouve que ça serait un sujet intéressant à creuser. Je me tourne très rapidement vers Maria Melchior pour une recommandation. Alors, un tout petit peu en lien avec ce qui vient d'être dit, en fait, je pense que ce que nous a montré la journée, c'est qu'en fait, il y a vraiment différents niveaux d'intervention pour améliorer la santé mentale des élèves. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure en parlant des outils digitaux qu'on cherche à évaluer nous, en tant que chercheurs, mais évidemment, il ne s'agit absolument pas de remplacer les psychologues, il ne s'agit absolument pas de régler tous les problèmes. Personne n'a ce genre d'illusion. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment déployer différents types de dispositifs à différentes échelles. Donc voilà, il y a des numéros d'appel. Le 3114 a été mentionné, le fil santé jeune. Peut-être que les outils digitaux peuvent aussi s'inscrire dans ce type d'approche. Il faut des psychologues et il faut des psychiatres vers lesquels orienter les élèves qui en ont besoin.